Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au Salon de la Data si vous nous rejoignez cet après-midi. Je suis ravi d'animer cette table ronde autour du sujet, je pense, le plus bouillant du moment. On en parle évidemment partout, tout ce qui se fait autour de l'IA générative. Alors pourquoi c'est bouillant ? Il faut avoir en tête que pour les entreprises, il y a quelques promesses fortes. McKinsey, vous savez, le grand cabinet qui se fait plein d'argent sur notre dos, des fois, ils sortent des trucs intéressants, donc profitons-en. Il prévoit que les intelligences artificielles vont générer entre 17 et 25 billions de dollars à l'échelle mondiale. Ça fait environ 17 à 25% du PIB mondial, puisque le PIB de 2022 était de 101 billions. Je vous la refais, on va donc générer autour de 20% de valeur grâce à l'intelligence artificielle, à l'exploitation des données. Et je pense que chaque entreprise a envie d'en tirer une petite part de ce gâteau, de ces 17 à 20% d'augmentation du PIB mondial grâce à l'IA. Donc le grand sujet, une fois qu'on a tous joué avec ChatGPT, une fois qu'on a tous essayé de sortir des images avec Midjourney ou autre, c'est de comprendre comment on va pouvoir réussir son intégration dans l'entreprise. Et du coup, on va voir que c'est une question multidisciplinaire. Et c'est pour ça qu'on a assemblé autour de cette table ronde une espèce de dream team multidisciplinaire. Donc vous allez voir qu'on va aborder la question sous tous les aspects, puisque je serai donc avec Marielle Graff. Alors Marielle, c'est notre juriste. Marielle est juriste Internet et Data chez Placero IP. J'espère que je dis bien les noms de chacun, mais j'étais briefé avant. On va avoir le tech, Paul Peton, qui est expert manager data science chez Avanade. On va avoir l'innovateur, Olivier Senot, qui est directeur de l'innovation pour le groupe Decapost. Et vous allez voir que ça va être important, le philosophe avec Bastien Masse, qui est délégué général chez ClassCode et qui est aussi chef de projet d'une chaire UNESCO pour les ressources éducatives libres et de l'IA. Pour ma part, je ne me suis pas présenté, je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business pour le groupe Business et Décision, qui fait partie du groupe Orange Business. Depuis 22 ans dans la data, depuis, je ne sais pas, 6, 7, 8 ans, au Salon Data tous les ans, je le suis depuis sa première édition. Et donc, c'est un véritable plaisir pour moi d'animer cette table ronde aujourd'hui. Alors, on a un petit souci technique, je voulais vous diffuser des slides en même temps, mais ce n'est pas grave, donc je vais vous expliquer le programme. Pour la suite, on va tous s'interroger sur vous donner des secrets d'experts. La promesse est de vous donner au moins 15 secrets d'experts pour intégrer l'IA de manière réussie dans l'entreprise. Vous allez voir qu'on a rythmé l'entretien sur 3 thèmes. D'abord, on va se poser la question des usages et de comment on crée de la valeur. C'est le tout premier thème pour l'entreprise. Comment on s'y met et sur quels usages. Ensuite, on parlera des défis d'intégration de l'IA générative, en particulier dans l'entreprise, d'un point de vue technique, mais aussi sur tous les autres points de vue qui nous intéressent. Et puis enfin, quels sont les défis que va ouvrir l'IA générative sur le long terme, puisque vous savez que ça pose plein de questions dans l'éducation, des questions vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la souveraineté, etc., etc. Donc, on vous promet au moins 15 secrets d'experts et on va directement vous en délivrer 4 puisque j'aimerais entendre chacun de vous sur, selon vous, par quoi on commence, quel est le meilleur cas d'usage. Et je vous demande d'amener le plus de concret possible, de donner des exemples très concrets pour bien comprendre les cas d'usage dans l'entreprise. Qui veut commencer ? Paul, peut-être ? Allez, c'est parti. Premier secret, premier cas d'usage. Je vois que certains d'entre vous prennent des notes sur papier. Il y en a qui prennent des notes de manière numérique, numérisées dans du Word, dans des PowerPoint. Vous allez faire des PDF avec tout ça. Et ça va venir grossir le lot de fichiers que vous avez de données non structurées, on va appeler ça comme ça, dans votre entreprise. Et comment vous allez faire pour retrouver nos fameux 15 secrets qu'on va vous dévoiler aujourd'hui ? Eh bien, vous allez faire de la recherche. Alors, il y a eu un petit acteur californien de la recherche qui... les plus boomers se souviennent peut-être de Google Search. Alors Google Search, aujourd'hui, se voit vraiment très concurrencé par l'idée de faire de la recherche grâce aux Large Language Models, donc les modèles de langage à large échelle, qui sont aujourd'hui peut-être la forme la plus aboutie de l'IA générative. Et je pense que c'est vraiment comme ça que l'entreprise peut réussir à donner de la valeur à ses données, à son patrimoine de données non structurées qui gravitent un peu dans plein de fichiers au format différent. Donc, premier cas d'usage, finalement, fournir un accès à l'information, de toute l'information qui est stockée dans les PC sous différentes formes. Moi, mon deuxième cerveau, c'est OneNote, par exemple. Donc, je vais pouvoir peut-être mieux l'exploiter en interagissant directement avec tous ces documents. Un deuxième usage, Olivier ? Alors, des usages, il y en a plein dans des sociétés comme les nôtres. La recherche de données structurées, effectivement.
Il y a un très gros cas d'usage qui va concerner toute la communauté informatique de développeurs notamment, qui est un cas d'usage bien connu si vous avez un petit peu fouillé sur Azure, c'est Copilot. Alors je parle d'Azure parce que c'est le premier à l'avoir déployé, mais Copilot, je pense qu'il faut retenir un chiffre que tu as cité en introduction, c'est 20%. Et 20%, ça correspond, peu ou prou selon les études, au gain de productivité qu'on va pouvoir avoir directement en implémentant Copilot. Alors ça, c'est la théorie. Et l'idée, c'est de le tester, bien sûr. De tester, de le mesurer et de l'implémenter ensuite, suivant les règles juridiques, suivant les règles éthiques, suivant toutes les règles qui sont nécessaires au déploiement de ce type d'outils qui est un peu révolutionnaire. Et là, quand tu parles de Copilot, c'est pour assister les développeurs, c'est pour que les développeurs soient 20% plus productifs, ou ça va être aussi d'autres professions que celles des développeurs? Alors évidemment, Copilot, c'est pourquoi on parle de celui-là, parce que finalement, c'est le plus facile quasiment à mesurer en données métriques, c'est-à-dire en données fondamentales, combien de temps met un projet avec et sans Copilot. Donc ça, c'est assez facile à mesurer. Mais on a, au sein du groupe, déployé une quinzaine de lignes de POC qui vont du service juridique pour permettre des tâches qui vont vous paraître très micro, mais qui sont extrêmement consommatrices de temps, qui sont la revue des contrats. Vous avez des contrats pluriannuels avec des clients qui changent de nom, qui demandent des avenants. Et au bout de 10 ans de contrat, vous avez des avenants qui se contredisent les uns les autres. On a une goutte de autres. sueur d'ailleurs sur le front de la juriste Marielle. Voilà. Elle va en parler après. Qui affole les jurés. Donc, ça, c'est aussi un cas d'usage qui permet très rapidement, ça va être mesuré avec l'époque, qui permet très rapidement de savoir si oui ou non on est dans un cadre contractuel légal. J'utilise légal probablement de façon très très distordue, mais du moins conforme aux attentes des deux contreparties liées par le contrat. Donc ça c'est un autre cas d'usage. On a des gros cas d'usage sur la veille, sur le lobbying, sur vraiment tous les métiers de l'entreprise sont concernés par des cas d'usage qui nécessitent des grands LLM ou qui nécessitent des LLM un peu plus ciblés, mais on en reparlera peut-être au moment LLM, on rappelle, je pense que vous avez à peu près tous l'acronyme, mais donc Large Language Model. C'est ces modèles génératifs de langage tels qu'on peut les tester, qui sont derrière ChatGPT, par exemple. Super, merci Olivier. Bastien, alors toi tu es un pro du domaine de l'enseignement, finalement, avec ClassCode et tu es délégué général donc, de cette chaire qui travaille sur ces sujets à l'UNESCO, je le disais en intro. Quel est, toi, le cas d'usage que tu retiens autour de l'IA générative qui pourrait changer le monde de l'enseignement ? Pour donner un exemple en éducation, alors forcément, les IA génératives, elles font parler depuis l'année dernière, donc Midjourney par exemple, pour son impact sur les deepfakes et l'éducation aux médias. ChatGPT pour les questions qu'il pose du point de vue de l'évaluation, de la transformation aussi des compétences. Après, il ne faut pas oublier que c'est une famille d'IA qui est récente, et de l'IA en éducation, il y en avait déjà avant, avec des choses qui sont installées, encadrées par la recherche, par la tech depuis plus longtemps. Donc moi, je citerais plutôt comme exemple les capacités d'individualisation. Et ça, on le retrouve d'ailleurs, pas que dans l'éducation, c'est une des forces d'individualisation de l'enseignement, hein, c'est ça, hein ? Oui, des contenus, des ressources, par exemple. Donc la capacité de pouvoir produire des exercices qui sont adaptés au niveau de l'élève, à son évolution, à ses difficultés. On peut faire des choses qu'on ne peut pas faire ou que ne peut pas faire un enseignant. Par exemple, on avait des cas de diagnostic de la dysgraphie. Donc ça nécessite effectivement, par exemple, de travailler sur tablette, mais faire en sorte de pouvoir suivre le tracé de 30 élèves en même temps et de voir que des élèves vont faire leur boucle de L dans le mauvais sens, par exemple, et de se dire, je vais lui donner des exercices qui contiennent plus de mots avec des L, observer s'il arrive à corriger ça, vérifier dans 15 jours s'il n'a pas oublié ce qu'il a retenu. Ça, un enseignant ne peut pas suivre le tracé de 30 élèves en même temps, en direct. Et donc, ça peut être de l'exploitation de données comme ça, surtout de l'individualisation, et adapté au mieux, au plus proche des besoins, par exemple. C'est des cas qu'on peut rencontrer dans l'éducation ou dans d'autres secteurs.
J'adore l'exemple que vous donnez parce qu'on voit l'étendue de l'impact que vont avoir les LLM et plus globalement l'IA générative. Paul, toi, tu nous donnais un exemple qui va révolutionner finalement l'accès à tous les documents et je pense que tous dans nos PC, on commence à en empiler un nombre, à les oublier, à ne plus pouvoir y accéder. Olivier, toi, tu nous donnais un exemple qui va décupler certainement de 20%, tu le disais, la productivité, non seulement des fonctions de dev, mais aussi dans le juridique, partout, il y a beaucoup de documents. Là, tu nous expliques, Bastien, que peut-être que l'école va enfin devenir un peu plus intelligente. Je pense à ma fille qui est en troisième. Exactement ce que j'ai dit. Oui, ouais, je suis un peu piquant des fois. Sur les documents, on a aussi le cadre d'exploration des documents, notamment avec les systèmes de type LLM. Et ça change beaucoup de choses. L'exploration documentaire, même en recherche, mettre un document de 50 pages, pouvoir l'interroger, trouver des concepts qui ne sont pas des mots-clés, mais juste aussi une définition d'une partie de ce qu'on recherche dans quelque chose un peu plus ciblé, effectivement un peu moins sujet aux hallucinations. Ça, c'est très précieux pour la recherche documentaire. C'est le premier cas d'usage que nous, on voit dans les entreprises, effectivement, de donner accès à des FAQ, de donner accès à des gros documents. On a un client pour qui on a un document de 400 ou 600 pages, je crois même, suivant les années, tu vois, et où effectivement ils n'arrivent plus à y accéder, il faut faire des recherches dedans, c'est infernal, et donc là de pouvoir interagir, créer cette intelligence documentaire, c'est quelque chose d'hyper précieux qui va s'appliquer à plein d'endroits. Alors, Olivier, juste pour rebondir, qui va s'appliquer sur un cas d'usage que l'on n'a pas cité ici, mais qui est la relation client, avec la capacité de faire absorber des sommes importantes de connaissances à l'IA générative et de laisser ensuite la contrepartie interroger et recevoir des réponses intelligibles de la part de ce chatbot qui va devenir un peu plus intelligent, j'aime pas trop le mot, mais que les chatbots actuels qui peuvent arriver très rapidement à leurs limites. En tout cas, avec lequel on va pouvoir interagir de façon beaucoup plus intéressante que ce qui est actuellement le cas. Alors moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Marielle, toi, quelle est... Alors je ne sais pas si vous comptez, j'aurais dû prendre quelqu'un pour compter le fait qu'on respectait la promesse des 15 secrets d'experts, mais je pense qu'on est déjà à 6 ou 8. Hein. Si vous avez bien décompté, on est déjà pas mal, alors que ça fait que 12 minutes qu'on parle. Et Marielle, là, va, elle, nous montrer qu'il y a aussi des cas d'usage. Là, on n'attendait pas du tout de pouvoir appliquer de la data un jour. Le domaine juridique. Absolument, avec toutes les pincettes qu'il faut donner à ces IA dans le domaine juridique. Mais comme tu l'as évoqué, Olivier, donc il y a l'optimisation finalement documentaire. En fait, toute cette masse de contrats qu'on a au sein des entreprises qui ont fait l'objet d'une attention très forte lors de leur formation. Quand on forme un contrat, donc tous les juristes sont sur le pont pour négocier. Mais une fois que ce contrat est signé, en fait, il vit. Il y a des engagements qu'il faut réaliser à telle échéance. Il y a des clauses qui vont pouvoir engager la responsabilité de l'entreprise et maîtriser finalement ces engagements-là dans le temps imparti et avoir une vision finalement des engagements, des critiques qui auraient pu être pris par l'entreprise. Donc non seulement permettre de mieux gérer l'activité de la société, mais aussi de mieux gérer les flux que cette société va négocier, notamment avec les assureurs, j'entends par exemple. Avoir une meilleure maîtrise des engagements qui ont été pris contractuellement, c'est aussi pouvoir mieux négocier des polices d'assurance, notamment cyber, et donc optimiser et maîtriser ce coût. Tu veux dire que les assureurs vont peut-être avoir enfin les moyens de rendre leurs clauses compréhensibles du grand public? Alors non. Ah si, moi c'est une idée. S'il y a des assureurs dans la salle, je suis prêt à lancer un projet demain avec vous. J'en parle à peu près toutes les assurances de la place. Ça serait vraiment un bon truc à faire quand même. Imaginez, on branche un chat GPT sur les conditions générales, sur les conditions particulières, et on peut enfin comprendre. Coucou, s'il y a la foudre qui tombe, est-ce que je serai couvert ou pas? Coucou, si je me reçois une pierre dans ma voiture, est-ce que je serai couvert ou pas? Ça rendrait les choses intelligibles quand même. Oui, l'IA pourrait aider à comprendre le contenu des clauses, mais tout dépend aussi de la qualité, de la clarté des clauses initiales. Hein. C'est toujours là. Bon, je m'arrêterai là. C'est la juriste qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Sur ce coup-là, c'est très juste. Moi, ce que je trouve fascinant quand même, et tu l'illustres très très bien, Marielle, c'est que moi, je vous le disais, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la data. Je pensais jamais que la direction juridique pourrait un jour être mon client. Et là, grâce effectivement à ces nouvelles approches en IA, on peut enfin valoriser les données non structurées. Je crois que c'est l'un de vous, c'est peut-être Olivier qui a donné le terme. Donc toutes les données qui ne sont pas dans les bases de données organisées en ligne et en colonne, comme dans un fichier Excel, mais toutes les données de texte, de son, d'images, de vidéos, etc. Et effectivement, ça ouvre du coup des nouveaux champs d'application qu'on n'attendait pas du tout il y a encore 2 ans, quoi. C'est ça qui est assez fascinant et que tu nous montres bien. Alors on va passer à la deuxième partie autour des défis d'intégration pour l'entreprise. De sondage en sondage, on voit que toutes les entreprises ont envie d'y aller. Ça, il n'y a pas grand doute. Je disais encore 85% de décideurs qui veulent mettre une priorité forte sur l'IA générative. Et en même temps, toutes les entreprises se méfient
comment déployer l'IA générative sans se prendre les pieds dans le tapis de problèmes de conduite du changement, de peurs liées à la perte de l'emploi ou de peurs liées à la perte des propres données qui pourraient être fournies dans l'échange avec ces nouveaux modèles. D'ailleurs, Marielle, il y a une étude IDC que je voyais la semaine dernière qui dit que la première crainte finalement des entreprises, c'est que leurs données soient utilisées pour réentraîner ces grands modèles d'IA. Donc concrètement, vous échangez avec ChatGPT ou avec GPT dans le cadre de Azure, que OpenAI et ou Microsoft puissent réutiliser. Je vous donne cet exemple-là, mais ça vaut aussi pour Bard avec Google et avec tous les autres grands modèles finalement. D'abord, est-ce que tu penses que cette crainte est fondée? Et si oui, qu'est-ce qui te fait dire que ça l'est? Ou sinon, très bien, c'est plutôt rassurant. Alors, c'est pas une crainte, c'est une réalité. Hein. Enfin, concrètement, en fait, c'est un sujet qui a l'air nouveau, le problème de la confidentialité avec l'IA, mais il ne l'est pas du tout, puisque en fait, la problématique de fond, c'est la divulgation d'informations confidentielles. Quand vous divulguez une information confidentielle, que ce soit en entreprise, intragroupe, que ce soit auprès d'un partenaire, d'un prestataire de service, vous engagez un risque pour votre société. À compter de ce moment-là, en fait, ce risque existe, donc on a envie de l'encadrer par le biais contractuel, donc c'est ce qu'on fait avec des accords de confidentialité. Mais là, on est face à une IA. C'est à l'IA que vous divulguez l'information, donc c'est aux conditions d'utilisation, aux conditions de service qu'il faut se reporter. Mais à la lecture finalement des conditions des plus grandes IA, on voit que soit la problématique de la confidentialité n'est pas abordée, soit quand elle est dans des termes tellement flous que finalement on n'est pas franchement sorti de l'auberge, faut dire ce qui Même est. dans des environnements, je dirais professionnels, parce que ChatGPT, effectivement, tout le monde sait qu'il ne faut pas converser avec, puisqu'il n'y a pas forcément de respect des données personnelles. ChatGPT, c'est la version grand public, mais il y a quand même des versions professionnelles déployées dans Azure, notamment puisqu'il y a un grand accord entre OpenAI et Microsoft, et dans lequel Microsoft dit que donne une garantie de confidentialité qui est extrêmement forte. Tu penses qu'on ne peut pas faire confiance à cette garantie-là, en tout cas qu'il communique? Paul, je pense que tu voudras réagir juste après. Ouais, je pense que ça interroge en fait sur ce qu'on veut communiquer. Parce qu'au-delà quand on divulgue une information confidentielle, il faut avoir, je pense, deux choses en tête. La première, en fait, c'est qu'il faut avoir en tête à qui on divulgue l'information. Ici, en l'occurrence, on se trouve quand même face à des IAG qui sont générés, qui sont conçus en fait par des fournisseurs de services qui sont pour la majorité des cas outre-Atlantique, situés outre-Atlantique, donc qui ont des droits, qui sont soumis à des droits différents, qui ont des codes d'affaires, qui ont des règles de fonctionnement du business qui sont différentes des nôtres. Donc ça, c'est un premier point. Est-ce que si on avait une personne physique face à nous, est-ce qu'on prendrait la même décision de communication? Et de deux, c'est qu'en droit français, quand vous voulez protéger par le biais de la confidentialité une information, que ce soit soumis à un engagement de confidentialité contractuelle ou que ce soit par le biais de secret des affaires, vous devez vous pouvoir aussi également prouver que vous avez mis des mesures de sécurité, de protection dites raisonnables en place pour justement garantir un caractère confidentiel à l'information. Quand vous divulguez une information à une IA, quelque part, cette preuve devient un peu plus complexe à apporter. Donc je pense qu'à compter du moment où la divulgation en fait, à une IAG en fait, d'une information devient quelque part incontournable parce qu'on a besoin de cette IA pour fonctionner. Oui. Voilà. Il faut que les directions s'emparent aussi du sujet et viennent sensibiliser peut-être leur personnel sur le type d'IA qu'on pourrait utiliser, donc en donner certains exemples, les sensibiliser sur les sujets sur lesquels le personnel pourrait communiquer et dans quelle mesure, quelle est la teneur des propos qui pourraient être communiqués. Tu viens de nous donner un secret d'expert de plus. Bon, Paul, je me dis que tu veux réagir, puisque toi, tu es un expert Microsoft. Je crois que tu travailles tu es MVP Microsoft, donc tu travailles dans l'environnement de Microsoft depuis je ne sais pas combien d'années. Et Microsoft, effectivement, en tout cas, communique sur des engagements de confidentialité qui sont hyper forts. Donc, c'est ce que je voudrais préciser. Alors, juste avant de préciser ça, je voudrais revenir sur les chatbots. En fait, pourquoi les chatbots? Ça ne nous a pas plu sur ces dernières années, pour deux raisons. Parce que soit ils étaient trop bêtes et ils ne comprenaient jamais notre intention. Ils n'arrivaient pas à nous emmener là où on voulait aller, à nous donner une réponse concrète, ou alors ils étaient peut-être un petit peu trop tout fou, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas ils partaient dans des dérives où très rapidement ils étaient capables de tenir des propos racistes, antisémites, etc. Enfin, toute la toxicité. Ça, c'était un exemple fameux de Microsoft qui avait branché un chatbot auto-apprenant sur Twitter et qui est devenu complètement fou en l'espace de 2 heures. Voilà. Alors, là, on n'est pas dans le même délire. Hein. Et qu'est-ce qui fait que ChatGPT, depuis décembre dernier, a fonctionné finalement au niveau du grand public? C'est parce qu'il a eu un surentraînement, pour appeler ça comme ça, un contrôle humain en fait, qu'on a rajouté sur son
son mécanisme initial en fait. En fait, ChatGPT, il sait converser, il a craqué le langage humain, j'aime bien le présenter comme ça, mais surtout on a réussi à l'encadrer. Et en fait, cet encadrement aujourd'hui, techniquement, quand vous utilisez, vous en tant qu'entreprise, le service OpenAI sous Azure, il faut savoir que vos données, vos échanges avec le modèle GPT vont être relus potentiellement pendant 30 jours par Microsoft. Et pourquoi ils sont relus? Tout simplement pour cette raison de supervision. Il y a bien une détection des propos. Tu reprends les cas d'assurance. Moi, j'ai voulu savoir si j'étais assuré contre les actes terroristes. Je n'ai pas pu poser la question. Parce qu'en fait, le mot terroriste n'est pas autorisé dans la conversation avec OpenAI. Et voilà, ces conversations sont relues pendant 30 jours. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez faire une demande au support où vous désactivez cette relecture de vos propos. Tu voulais réagir ? Oui. Très rapidement, parce qu'on a plein d'autres sujets à voir de ouf. Mais vas-y. Non, mais c'était juste pour dire, même si je rejoins effectivement, il y a les services comme Microsoft Azure et OpenAI qui sont un peu plus spécifiques parce que dans un cadre professionnel, effectivement les LLM qui sont toujours disponibles. Après, même si il n'y a pas forcément de réapprentissage constant, sinon on aurait les mêmes problèmes que ce qui s'est posé pour ces IA qui ont très vite vrillé. Et encore une fois, c'est effectivement du surapprentissage et c'est une petite donnée, en fait, votre donnée qui est générée. Encore une fois, il faut comprendre le fonctionnement de ces IA. C'est pas une base de données dans laquelle on range des choses et on va aller reprendre les documents dans l'armoire et on va classer. Donc même si on vous vole vos données, ça veut dire que votre plan stratégique d'entreprise se retrouve dans les données d'apprentissage parmi 300 milliards de mots. Ça ne va pas avoir une grande incidence. Vous n'allez pas à la retrouver telle qu'elle. Donc même si on peut avoir des doutes légitimes sur les intentions, en tout cas les garanties sur certains systèmes, la compréhension aussi du fonctionnement et de l'apprentissage permet aussi de relativiser un petit peu l'influence et on ne va pas retrouver effectivement le document que j'ai copié-collé dans ChatGPT. Ouais. Il ne va pas revenir dans une autre discussion 2 jours plus tard. Ça paraît impossible. Ça n'arrivera pas comme ça, effectivement. Peut-être, Olivier, une autre question, parce que ce que je disais en intro un peu de cette séquence, les entreprises finalement se posent beaucoup la question de à quel rythme y aller. Entre l'envie d'y aller très vite, parce que forcément les premiers entrants vont prendre un avantage concurrentiel avec cette nouvelle technologie en termes de productivité, mais aussi de nouveaux cas d'usage, etc. Et puis le besoin d'être prudent, de par la discussion qu'on vient d'avoir ici, et d'autres sujets de prudence qu'on évoquera après. Alors à quelle vitesse il faut y aller, toi qui observes l'innovation et la manière dont les entreprises vont sur ces innovations? Est-ce qu'il faut y aller maintenant? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut regarder ce que font les autres? Comment on y va? Alors, ça, c'est une grande question. Je ne fais pas qu'observer l'innovation, j'essaie de l'impulser au sein de l'entreprise. C'est un petit peu pour ça que... T'en es en plus acteur. C'est un peu ça qu'on me demande. Et j'étais très inquiet de la réponse sur ChatGPT. J'ai eu très très peur qu'ils disent non, finalement, toutes les données vont chez OpenAI. Bon, a priori, ce n'est pas le cas. Quand on est sur Azure OpenAI, effectivement, et en désactivant la relecture, on a une certaine garantie contractuelle qui nécessite une confiance entre les contreparties pour déployer ce modèle. Alors, à quelle vitesse il faut y aller? Sur cette technologie-là en particulier, qui est une véritable tempête, un véritable tsunami, puisque toutes les entreprises, en quelques mois, ont été informées, utilisatrices, et en quelques mois, sur 2023-2024, vont être utilisatrices. Je lisais juste avant de rentrer là un papier, une petite société d'analyse et de veille journalistique qui vient de licencier 83% de son personnel. Donc ce n'est pas une légende, ça arrive. Ce sont ce qui va être appelé dans l'histoire, quand les historiens reprendront les débuts de l'IA générative, les effets collatéraux. Mais pour répondre à la question à quelle vitesse il faut y aller, sur cette technologie, il faut y aller très vite. Il faut y aller très vite parce que tout le monde y va très vite. Si on laisse passer le train, on va être trop en retard pour le rattraper. Et cette fois, on sera désavantagé par rapport à l'ensemble de la compétition mondiale, puisqu'on est sur une technologie dont l'impact est directement mondial. Donc, votre concurrent local ou situé à l'autre bout de la planète dispose de cet outil et va pouvoir être plus performant. Donc ça, c'est sur un plan purement business où on a besoin d'apprendre rapidement les nouvelles technologies. Ouais, ça, c'est pas nouveau, pour garder un avantage concurrentiel. A contrario de beaucoup de technologies qui concernent des experts, celle-là concerne tout le monde. Tous les services de l'entreprise sont impactés par cette technologie. Même ma mère l'a testé. Pardon ? Même ma mère l'a testé. Ah bah, tout le monde a testé. Tout le monde a testé. Ça concerne tout le monde, tu as totalement raison. Tout le monde est concerné, du collégien, j'en parlais avec toi juste avant. À la juriste.
à la juriste jusqu'au Incroyable. PDG, tout le monde a tenté de poser au moins une question à ChatGPT. Et c'est là où on a le deuxième effet qui se coule, si je puis dire, c'est qu'apprendre à se servir de l'IA générative est également un point essentiel. Si on pose bêtement une question, on aura une réponse bête, c'est le système CISO, Sheet In, Sheet Out, donc il n'y a pas de secret. Apprendre à s'en servir, ça a été un peu le leitmotiv entre février et juin chez nous, où on a formé l'ensemble des collaborateurs à savoir poser des questions, comprendre comment poser les questions, comment poser des questions quand on a fait de la vecto avec le Docker de documents, savoir l'utiliser. Parce que c'est un petit apprentissage, mais la grosse différence avec toutes les autres technologies, c'est un petit apprentissage qui concerne 100% des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut faire monter une marche à l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est un travail qui, à mon sens, ça n'engage que moi, doit être fait au sein des entreprises, accompagné de la pédagogie nécessaire pour montrer que l'apprentissage, cette petite marge d'apprentissage... Ça disait Marie, elle aussi, sur l'apprentissage, de savoir quelles données partager. Quelles données est partagée. Alors ça, donc on va là, y finalement, revenir, tu nous dis deux choses, Olivier. Tu nous dis, oui, il faut y aller très vite, sinon on va se faire distancer. Et il faut y aller aussi parce qu'il y a une courbe d'apprentissage et que cet apprentissage, il se fait en marchant, donc il faut y aller. Moi, je vais vous donner une troisième raison pour laquelle je crois qu'il faut y aller très vite. C'est que quand on regarde dans tous les rapports d'analyse, ils nous expliquent que oui, il y aura des gains de productivité directs à exploiter ce type d'outils, mais qu'on créera encore plus de valeur en créant des cas d'usage spécifiques dédiés à l'entreprise. Donc sur les documents de l'entreprise, sur le corpus de l'entreprise, sur les process de l'entreprise, sur la liste des clients de l'entreprise, etc. C'est là qu'on va créer le plus de valeur. Et il va d'abord falloir faire l'apprentissage général de ce type de technologie, venir ensuite le spécialiser sur les besoins spécifiques et les cas d'usage de chaque service de l'entreprise pour véritablement prendre un avantage concurrentiel. Alors bien sûr, Paul, il va se poser aussi des questions technologiques. Enfin, je veux dire, c'est toi le tech, hein. Donc c'est toi qui nous guide là-dedans. Alors c'est le bazar. Évidemment, il y a OpenAI et Microsoft qui tiennent le haut du pavé, en tout cas d'un point de vue médiatique. On voit qu'il y a Google qui court derrière. Il y a Facebook qui a choisi de mettre son modèle LLM Llama et Llama 2 en open source. On voit qu'il y a de nouveaux acteurs qui émergent. Comment on se repère là-dedans ? Quel choix on fait ? Et moi, je rencontre plein d'entreprises qui se posent des dizaines de questions pour voir comment se lancer effectivement technologiquement. Alors, on va avoir les choix, les critères classiques de choix qui sont le coût, bien sûr, après les approches open source versus les acteurs du cloud, héberger les modèles chez soi si on a des ressources de type GPU pour les faire tourner, ce qui est quand même un certain coût aussi. Mais moi, je vais vous proposer une grille de lecture un petit peu différente, c'est-à-dire que c'est de prendre Microsoft. Oui, je vous ai rappelé que le mec est spécialisé micro. Il faut quand même me le dire, il y a un petit biais. Mais vas-y, Paul. On aime bien les biais, on y a. Je vous propose de regarder un plan donc sur deux axes. À l'horizontale, vous prenez le niveau de précision que vous attendez d'un modèle. C'est-à-dire quelle est la capacité à vraiment vous répondre précisément à une question que vous lui posez. Vous croisez ça à la verticale avec sa capacité à converser. C'est-à-dire est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est beau parleur en fait. Voilà. Et donc vous avez un plan, on aime bien les plans dans Data Science. Et donc vous situez vos différents modèles, vous pouvez les comparer. Alors moi je vous conseille de les comparer en testant avec par exemple Faraday.dev, qui est un petit outil qui est... Alors, il faut une grosse machine pour le faire tourner, mais ça vous permet de comparer des modèles. Et vous allez classer vos modèles comme ça. Et il y a de fortes chances que ce qui va être le plus efficace, en tout cas aujourd'hui, vu l'état de l'art de ces modèles de langage, c'est d'aller dans le carré, dans le côté de ce plan que je viens de dessiner, où on va être finalement pas tant que ça en besoin de précision, mais on va quand même avoir un niveau de conversation, donc comprendre l'intention d'un utilisateur, savoir lui répondre de manière claire. On va avoir une conversation qui va être assez fluide. Donc, bon niveau de conversation, niveau de précision relativement correct. On est sur la définition d'un consultant en ESN. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Non. Mais voilà, en tout cas, une grille de lecture qui va vous permettre au moins de comparer les modèles et les cas d'usage. D'accord. Effectivement, tu le disais, moi je vois quand même un déterminant clé, c'est je veux ou je peux aller dans le cloud, et puis je ne veux pas pour des raisons, parce que je travaille dans le secteur public, parce que je travaille dans des secteurs qui sont un peu protégés ou autres, donc je ne veux pas aller dans le cloud, et là ça ouvre un champ un peu différent. Moi la question que je me pose aussi pour rester sur le volet technologique, c'est que quand on regarde avec 20-30 ans de recul sur les données structurées, tous les efforts qu'on a dû faire en termes d'architecture, pour les plus vieux, vous avez peut-être connu les data warehouse, les data mart, les infocentres, on arrive ensuite au data lake, au data hub, on a toute l'ère du NoSQL, on a mis de la gouvernance de données, de la qualité des catalogues, des trucs de dingue, sur des données faciles, des chiffres.
des données structurées dans des colonnes et des lignes, simplement. Là, on est en train d'attaquer un autre gros morceau qui représente 70% des données des entreprises, toutes les données non structurées, en particulier le texte. Quelles architectures on va devoir déployer dans les 5, 10, peut-être 20 ans qui viennent pour être aussi sérieux dans la gestion des données, dans leur qualité, dans leur cycle de vie, pour des données non structurées qui sont plus complexes? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire en plus, parce que finalement, quand on va passer du texte, du langage, quand on va le passer forcément à des 0 et des 1, au bout d'un moment, on revient toujours sur cette version numérique, on va faire ce qu'on appelle des embeddings, donc de la vectorisation. Donc là, c'est des algorithmes qui sont dédiés à passer les mots en vecteur. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est que si je cherche toujours dans ma police d'assurance, dans mes garanties d'assurance, je suis un peu en stress, je dis ma maison brûle. Voilà. Je ne cherche pas risque d'incendie. S'il y a des assureurs dans la salle, on s'en parle après. Voilà. Mais tout l'intérêt des modèles de langage, c'est qu'en fait, si on a une représentation vectorielle, alors sans trop rentrer dans les détails mathématiques, mais le vecteur « ma maison brûle », il est très proche du vecteur « risque d'incendie ». C'est deux notions qui sémantiquement sont très proches. Et donc, grâce à ça, grâce à ce mécanisme-là, on va réussir à retomber sur nos pattes, à faire des recherches efficaces et à transformer finalement le texte de départ en quelque chose d'assez efficace. Finalement, les algorithmes gèrent naturellement donc, tous ces rapprochements, mais par contre, il va falloir quand même mettre en place ce qu'on appelle des bases vectorielles. Voilà, une base vectorielle qui sera apte à stocker ce type d'informations. Et qui va donc stocker toutes les infos. Donc, à mon avis, on n'a pas fini de rigoler quand même sur la gouvernance de ces données-là. Une petite anecdote, sur Amazon, il y a plein de livres qui sont sortis un peu comme des champignons, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, générés automatiquement par des ChatGPT, dont un livre justement sur les champignons, mais dont l'auteur n'est absolument pas connaisseur et donc a laissé ChatGPT vous conseiller de manger un champignon qui est en fait mortel. Donc méfiez-vous des livres en autopublication sur Amazon. Bastien, un point sur le travail en lui-même, puisqu'on voit que ça a beaucoup bousculé les habitudes de travail. Selon l'OIT, qui est l'organisme international du travail, qui est rattaché à l'ONU, ils ont sorti une grande étude il y a 2 semaines qui montre que vraisemblablement, nos emplois vont être très fortement bousculés, vont vite se transformer. Il ne va pas y avoir tant d'emplois de perdus que ça, même s'il y a quelques contre-exemples, tu en as cité un tout à l'heure. Comment ça va se passer et comment on peut y préparer tous les collaborateurs de l'entreprise? Parce qu'effectivement, ça a beaucoup bousculé les process, les habitudes de travail, les habitudes collaboratives, etc. etc. Alors effectivement, je pense que c'est moins juste de parler de disparition de métiers que de transformation des compétences. C'est vraiment ça qu'il faut faire passer comme idée. Et c'est pour ça que ça concerne tout le monde, que ces outils-là n'ont pas vraiment de limite dans la manière dont elles nous impactent, parce qu'elles peuvent toucher une large partie des compétences, notamment les modèles de langage, parce que c'est le vecteur de notre intelligence humaine, donc ça touche beaucoup de choses. Et donc c'est vraiment une nécessité d'accompagner tout le monde, et c'est un peu différentes solutions technologiques. Donc moi, je ne suis pas du monde de l'entreprise. Nous, on n'a pas ce critère-là de vitesse dans l'éducation. On peut s'épargner ce stress. Mais effectivement, c'est pas comme juste choisir une suite bureautique ou une solution technologique qu'on va implémenter. Les entreprises vont devoir le faire, mais derrière, il y a un impact sur tous les salariés, du secrétaire à n'importe qui génère du texte, à de la communication, à de la stratégie, à de la formalisation. Et je pense que c'est important de pouvoir accompagner tous les collaborateurs avec cette approche par compétences qui souvent répond plus à des questions personnelles, des fois vraiment éthiques, de positionnement dans le travail. Donc si on prend à l'école, pourquoi on parle de l'évaluation? Parce que c'est ça que ça interroge. C'est pas que ça pose des nouvelles questions, c'est que ça pose de manière plus pressante des vieilles questions qu'on a du mal à résoudre depuis 10, 20 ans dans l'éducation. Et il y a l'équivalent dans les entreprises qui sont l'approche pédagogique, qui sont l'approche par l'évaluation et pas forcément par les compétences, qui sont le devoir à la maison. Et on crée ce décalage-là entre un élève qui dit pourquoi je dois faire ce devoir qu'une machine peut mettre 3 secondes à résoudre, et l'enseignant qui a du mal à pouvoir argumenter. Et pourtant, on sait qu'on doit acquérir des savoirs. On sait que c'est une question de mise en pratique de l'esprit critique. Pour mettre cet esprit critique-là en place, il faut déjà des bases, il faut déjà un minimum de connaissances. Et c'est ce que tu disais, c'est la logique de l'outil. Ça doit être un outil, et pour que ce soit un outil, il faut savoir ce que je veux faire, pourquoi je l'utilise, connaître ses capacités, connaître ses limites,
évaluer effectivement dans un ensemble de systèmes et savoir pourquoi je choisis ça en fonction de ces critères-là. Et ça, On je en pense revient à que ce qu'on disait avant, finalement, le tester et le déployer à large échelle pour qu'il puisse être testé et que chacun puisse s'amuser, enfin monter en compétence avec finalement, et puis aussi acculturer, former, expliquer, accompagner finalement dans l'entreprise. Efforts de conduite du changement vont être certainement assez phénoménal en réalité. Alors, on va attaquer le troisième volet. Il nous reste une dizaine de minutes pour cette dernière partie, pour prendre un petit peu de vision plutôt sur le long terme et les grands challenges qu'il va y avoir sur le long terme pour l'IA générative. Olivier, la technologie, elle est majoritairement américaine. On a cité OpenAI, on a cité Google. Il y a quelques startups qui sont en train d'émerger françaises. On peut citer notamment Lighton et Mistral AI, mais pour l'une, c'est pas complètement abouti, et puis pour l'autre, il y a encore beaucoup de secrets et beaucoup de promesses. On verra ce que ça va donner. Donc pour l'instant, c'est très américain. On nous avait promis un raz-de-marée chinois sur l'IA. Pour l'instant, on ne l'a pas eu, donc ça reste très américain. Quand on est une entreprise qui est sensible aux questions de souveraineté, parce qu'on est dans le secteur public, parce qu'on est dans un secteur un peu sensible, comment on peut faire de l'IAG, de l'IA générative, tout en respectant ces valeurs de souveraineté qui sont chères à certaines entreprises françaises? Alors, depuis février, c'est la question qui nous occupe, très clairement, puisque DocaPost est positionné à la fois sur la confiance et la souveraineté. Et c'est pour ça que tous les déploiements de LLM sont faits uniquement en phase de test aujourd'hui, puisqu'on est en train de décider d'une stratégie qui sera annoncée probablement entre octobre et novembre, sur l'usage d'un LLM dans un environnement de confiance et dans un environnement souverain, c'est-à-dire essentiellement étanche au Cloud Act et à FISA 702, qui sont les deux plus gros dangers pour les entreprises. FISA 702, qui est la réglementation américaine sur l'espionnage, qui permet notamment l'espionnage de la NSA. Oui, c'est une règle. Enfin, c'est un peu particulier dans le droit américain. C'est une réglementation qui ne répond pas aux règles du droit américain, mais qui est plutôt ordonnée par des shadow bureaux à la DOJ. Donc, c'est un vrai danger pour la souveraineté. C'est grâce à ça qu'ils ont fait tomber Alstom, entre autres. La souveraineté est au cœur des préoccupations de nos clients, qui sont les entreprises françaises, qui peuvent être des entreprises européennes, mais également des citoyens. On a une très grosse branche dans la santé. Le LLM dans la santé a des cas d'usage extrêmement importants, qui se développent à vitesse grand V. Comment garantir à nos citoyens que les données de santé, si jamais on les utilise avec un LLM, ne vont pas servir à améliorer des modèles américains ou chinois. Comment on fait? La problématique, tu l'as super bien exposé, on la sent tous, mais comment on fait? Il faut s'orienter du coup vers les LLM open source. Il faut refaire son propre LLM. Je ne sais pas s'il y a des candidats dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait? On attend Lighton et Mistral AI? Alors, on n'attend pas déjà, parce qu'il faut avancer. Il y a toujours un mantra. Hein. S'il n'y a rien qui existe sur le marché, il faut fabriquer le marché. Donc c'est le mantra de 2050, qui est un nouveau fonds qui a dit « moi je vais fabriquer l'avenir ». Et donc investir sur des sociétés qui vont créer l'avenir. Mistral pourrait en être un. Donc comment on fait au sein de l'entreprise? Je ne vais pas vous dévoiler la stratégie aujourd'hui, elle sera dévoilée publiquement probablement le 18 octobre. Mais on pose une stratégie, et tu l'as dit, à base d'un cloud qui peut être souverain. Bon, ça tombe bien, chez nous on a NumSpot. Ouais. À base d'un LLM qui va être open source. Et à base d'une infrastructure qui va être la plus souveraine possible, sachant qu'en Europe, on ne sait pas couler des puces. Donc forcément, à un moment donné, il y aura du NVIDIA quelque part. La souveraineté totale n'existe pas. Ouais. La souveraineté totale n'existe pas. L'important est d'avoir un environnement suffisamment souverain pour garantir une certaine confiance. Lorsque votre médecin de famille, il y a 30 ou 40 ans, utilisait des fiches cartonnées, bon maintenant ils sont passés à l'informatique, mais il utilisait des fiches cartonnées, il les stockait dans un tiroir dans son cabinet. On était sûr qu'il n'y avait pas d'Américains qui venaient dans son cabinet. On était sûr qu'il n'y avait aucun Américain qui venait lire le bulletin de santé
Alors attention, on Paul parle ou de Jacques? confiance justement. Il y en a qui essaient d'instaurer la confiance en Europe, c'est les législateurs, et qui travaillent, vous savez, après le RGPD, après le Digital Service Act, le Digital Market Act dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Ils sont en train de travailler donc sur l'AI Act, réglementation qui est en train de faire son chemin, donc qui vise à réglementer les usages et la manière dont on déploie de l'IA. Est-ce que cette réglementation peut mettre en danger finalement ce que vont faire les entreprises là dans les semaines qui viennent, sachant que la réglementation va arriver dans les gros mois qui viennent a priori? Alors effectivement, c'est le texte à suivre en matière de réglementation sur l'IA. Je ne dirais pas qu'il viendra mettre en danger les utilisations de l'IA, en tout cas pas côté utilisateur, ça sera forcément un bonus parce qu'on est sur un texte qui est le fer de lance de la Commission de l'Union européenne. Donc c'est le texte qui se veut être le garant, le garde-fou en fait d'un marché numérique de l'Union européenne digne de confiance. Et donc respectueux finalement de nos libertés fondamentales. Et à ce titre, donc, ce texte en fait se voudra davantage être un label de conformité et un facteur rassurant pour les utilisateurs d'IA plutôt qu'un point négatif. Et au titre de son contenu, on va avoir un corpus de règles en fait qui va peser sur des fournisseurs d'intelligence artificielle dite à haut risque. Donc on va retrouver des intelligences artificielles qui pourront ou représenter un risque pour les libertés fondamentales des résidents de l'Union européenne ou représenter un risque de sécurité pour ces personnes. Donc que ce soit l'un dans l'autre, en plus on appliqué à des domaines du type infrastructure critique dans le gaz, l'électricité, le transport, appliqué à l'administration judiciaire, dans des domaines finalement avec des applications assez sensibles à l'échelle nationale ou de l'Union européenne. Donc on est sur un texte qui viendra, dans tous les cas, qui aura comme fil conducteur la protection des intérêts des usagers et des utilisateurs et qui pourra que mettre en évidence et en exergue la bonne volonté et la conformité de ces fournisseurs. Est-ce que concrètement les entreprises peuvent faire quelque chose en avance de phase pour se préparer à l'arrivée de ce texte? Je suis une entreprise quelconque qui est en train de déployer un cas d'usage avec GPT par exemple dans Azure ou pas, peu importe. Qu'est-ce que je dois avoir en tête aujourd'hui qui pourrait me contraindre une fois que le texte rentrera effectivement en application? Documenté dans la logique du RGPD. Un secret d'expert de plus. J'aurais vraiment dû prendre une cloche à chaque fois qu'on donne des secrets. Là, on en serait à 26, je crois. Donc documenter. Ça me rappelle le RGPD, ça. Mais c'est exactement la même logique. On a le même teneur de plume en fait. On a une entité en fait qui vient prôner l'auto-évaluation pour savoir à quel degré de criticité on va fournir une IA. Une fois qu'on l'a documenté, en fait, donner les papiers nécessaires pour pouvoir mettre cette IA sur le marché européen et après suivre son évolution, suivre sa vie finalement, pour que toujours prône la liberté et le respect des libertés fondamentales des citoyens européens. Top. 2 questions flash pour conclure. Je dis flash parce que je crois qu'il nous reste 4 minutes. Bastien, sur les modes d'apprentissage dans les écoles, ma fille est en 3e. Qu'est-ce qui va se passer? Ça me stresse un peu, il y a le brevet à la fin de l'année. 2 minutes. Ouais, tu as 2 minutes pour me dire comment ma fille va vraiment cartonner au brevet à la fin de l'année avec l'IA générative. Non, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va venir vraiment bousculer les apprentissages? Et aussi, j'en vois un qui est en embuscade, il s'appelle Google, avec Google Learning. Il propose déjà plein de choses dans des écoles, notamment en Afrique, en Asie. Comment on fait pour pas que l'école soit privatisée à la fin par Google sans même qu'on s'en rende compte, quoi? Même pas 1 minute 30. L'impact, il est déjà là. Après, on a des exemples justement pour Google en France. Il y a encore du temps. Il faut le temps que même Microsoft a aussi des vues et pourrait faire des systèmes d'IA en éducation. Ouais. Après, là, on a l'expérience, par exemple, de projets européens comme AI40 où on compare un peu ce qui se passe en Europe sur le point de l'éducation en IA. Et donc, on voit un petit peu, justement, en Irlande, ils sont beaucoup plus proches aussi de Microsoft, de Google. Eux, ils n'ont pas de problème pour l'utiliser en classe. Nous, vraiment, en France, je pense qu'on sera plus protégé que ça. Ça mettra du temps. Ça peut laisser le temps de l'émergence de ces LLM ouverts en éducation qui font l'objet d'appels à projets en ce moment. Mais après, l'impact, il est déjà là. Et aujourd'hui, la recommandation, on va dire, de la Direction numérique pour l'éducation et de l'éducation nationale, c'est déjà d'encourager les enseignants à s'y intéresser.
Donc ils ne peuvent même pas les obliger à les utiliser. Encore une fois, ce n'est pas RGPD compatible, on ne peut pas en faire en classe. Par contre, demander à ces professionnels de l'éducation, pareil, en fait, d'évaluer un outil qu'ils ont à leur disposition. Ils sont professionnels de l'éducation, ils peuvent voir ce que ça peut faire déjà pour eux, et ça peut faire beaucoup de choses. Et ensuite, de pouvoir en discuter, peut-être de manière uniquement débranchée avec les élèves, renouer un peu cette relation-là, parce que les élèves de leur côté, on a un peu deux champs d'expérimentation séparés, et il faut absolument qu'on arrive à les remettre ensemble et parler et pratiquer de l'IA à l'école. Merci pour cette réponse flash. Paul, j'ai une dernière question, elle est un peu surprise, on ne l'avait pas préparée, celle-là, mais me semble vraiment essentielle. Le frein numéro 1 que je vois à l'adoption, là en ce moment, c'est quand même les hallucinations. Donc les hallucinations, je vous rappelle, c'est donc les erreurs que font ces langages, où ils vous disent des choses avec un grand aplomb et qui sont totalement fausses, genre vas-y, mange ce champignon, tu peux y aller tranquille, et en fait le champignon est juste mortel. Donc, appliquer à de la relation client, ça va poser des gros problèmes. Comment on lutte concrètement sur des projets d'IA générative dans l'entreprise contre ces hallucinations ? Alors, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu que les solutions pour lutter contre ça arrivent de manière un petit peu plus fluide. Et surtout, aujourd'hui, ne pas se lancer dans des cas d'usage où un risque d'hallucination, tu viens d'en donner un avec les champignons, serait vraiment trop risqué pour l'entreprise. Donc moi, ce que je conseille, c'est allez-y sur des domaines où le risque d'hallucination, finalement, n'aura pas trop de conséquences. Et puis aussi peut-être de venir respécialiser, les langages on l'a dit sont très généraux, mais venir les respécialiser pour vraiment un cas d'usage donné et donc limiter les hallucinations. Je vais citer de mémoire quelqu'un avec qui tu discutais il n'y a pas longtemps. Les LLM ne sont pas faits pour être exacts. C'est vrai, Cédric Villani. Effectivement. Alors un grand merci à tous les 4. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Je crois que la promesse des 15 secrets d'experts a en tout cas été largement tenue. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans cette même salle à 16h50. On vous proposera une double expérience. D'abord, on va avoir une table ronde passionnante sur le thème du data for good, de l'IA for good. On verra les usages de la data et de l'IA pour sauver la planète, pour améliorer le domaine de la santé. Et en plus, on enregistrera un épisode live de Trench Tech, qui est un podcast que j'anime avec un ami pour éclairer les impacts sociétaux de la tech. Donc ça se passera à 16h50 ici avec un contenu passionnant et le fait de vivre un enregistrement live d'un podcast. J'espère à tout à l'heure et encore merci à tous les 4.